à tous. En fait, c'est moi le robot de Valence, une première apparition. J'ai d'abord une bonne nouvelle, c'est que nos enfants vivront 1000 ans. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que nous, pas. C'est là une injustice dans l'histoire de l'humanité sans précédent. Mesdames et messieurs, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, et dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, les dispositions fondamentales du savoir basculées, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable. C'est la phrase par laquelle Michel Foucault concluait, il y a 50 ans, les mots et les choses. Et ce qu'il voulait nous dire, c'est que les représentations sur lesquelles nos systèmes juridiques, philosophiques, moraux et économiques sont fondés sont des représentations historiques, datées, sont des représentations de l'homme. Je trouve cette phrase extraordinaire dans le contexte actuel. Il disait quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité. Et cet événement aujourd'hui, ce sont les révolutions technologiques et numériques, le big data et le transhumanisme et les NBIC, dont votre président vous a brossé le tableau. Et elles sont en train de révolutionner entièrement la manière dont l'homme se réfléchit lui-même. Qu'est-ce que veut dire vieillir dans un monde où il n'y a plus de mort? Qu'est-ce que veut dire avoir des enfants dans un monde où la reproduction sera entièrement dissociée de la sexualité? Qu'est-ce que veut dire penser dans un monde où nos cerveaux pourront être connectés directement sur le web? Pour vous dire que des scientifiques ont réalisé, il y a 2 mois, la première expérience de transmission de pensée. Alors avec des casques, des électrodes, peut-être un jour ces casques et ces électrodes seront sous notre peau, sous la peau de notre tête, et directement dans notre cerveau. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions, et il me semble que pour un philosophe ou quelqu'un qui essaye de philosopher, eh bien, ce sont des questions, même si elles sont compliquées, scientifiques, et que je n'en ai pas toutes les compétences, qu'il faut absolument nous poser, et que nos hommes politiques doivent absolument se poser avant que ce soit Google qui leur donne et qui leur impose les réponses. C'est d'ailleurs ce que disait Jean-François Revel dans Pourquoi des philosophes? Il disait la philosophie a abandonné la science, et depuis que les philosophes ne font plus l'effort de comprendre la science, les philosophes n'ont plus aucune utilité. Il y avait hier dans le Financial Times une tribune de leur correspondant scientifique qui s'appelle Anjana Ahuja, qui résumait exactement les 2 innovations majeures de l'année passée. On n'en a pas tellement parlé, peut-être en avez-vous entendu parler, en tout cas je vais vous les rappeler. D'abord, il y a à l'université de Canton une scientifique chinoise, Yunju Hang, qui est parvenue à éliminer un gène sur un embryon humain déjà formé, non viable, mais déjà formé. Ce gène, c'est le bêta-thalassémia, qui provoque une maladie de sang héréditaire. Ce qui veut dire qu'elle a réussi, pour la première fois, à changer l'ADN d'une personne déjà formée. Et à des fins thérapeutiques, car qui ne veut prévenir et éliminer des maladies héréditaires? Elle a utilisé pour cela la technologie CRISPR, qui est maintenant bien connue, qui a d'ailleurs été inventée par une Française, et qui permet de modifier déjà les ADN d'animaux ou de petits mammifères. Alors cette découverte a provoqué l'effroi, les grandes revues scientifiques ont refusé de la publier, un groupe de biologistes américains a appelé un moratorium sur ce genre de recherche. Et on a souligné qu'elle contrevenait à la Convention d'Oviedo contre l'eugénisme, qui a été signée par la France et d'autres États européens. Parce que l'Asie n'a pas du tout les mêmes préventions que nous dans ces domaines. Et puis, il y a quelques mois, peut-être avez-vous entendu parler de l'histoire du bébé à 3 parents en Angleterre. Le Parlement anglais a autorisé, pour le coup, l'introduction d'un ADN mitochondrial modifié dans la cellule d'un embryon. Ce qui veut dire que si l'ADN cœur est resté le même, ce deuxième ADN, qui est l'ADN mitochondrial qui est dans le cytoplasme, a été introduit de l'extérieur
et prélevé sur un donneur, une troisième personne. De manière, encore une fois, à éliminer une maladie. Pourquoi s'est-on tant indigné de l'expérience chinoise et pourquoi le Parlement britannique a-t-il autorisé les bébés à 3 parents? Il s'agit exactement de la même chose, il s'agit de modifier de manière définitive une chaîne génétique qui donc va continuer ensuite sur les générations à venir, de manière à prévenir des maladies. Et vous avez maintenant des sociétés américaines comme Editas Medicine qui se proposent d'en faire un business. Changer votre ADN et éliminer vos maladies. Éliminer celles de vos enfants. Quelle est la limite? Est-ce qu'on est déjà dans l'eugénisme? Et si oui, l'eugénisme est une mauvaise chose. Alors, et se dirige-t-on vers non plus un OGM, mais un OHM, un homme génétiquement modifié. Alors, avant d'entrer dans le cœur philosophique, si je puis dire, du débat, peut-être vous rappeler quelques jalons ce qu'on appelle un peu le transhumanisme, en tout cas de la grande convergence des NBIC. NBIC, c'est un terme qui date de 2002, un rapport Rocco-Bainbridge. Les NBIC vont permettre de faire au moins 4 choses au corps, si on peut le résumer, essayer de le résumer. Ils vont rendre le corps prévisible, renouvelable, recyclable et assemblable. D'abord, ils vont rendre le corps prévisible, puisqu'on sait maintenant décrypter le génome. On nous a dit pendant 50 ans, impossible de décrypter le génome humain, c'est-à-dire d'avoir l'ADN total d'une personne. Voilà, vous voyez, les dieux sont mécontents. Maintenant, on peut le faire. Ça coûtait $10 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut le faire, disait-on ce midi, pour $100. C'est des kits aux États-Unis. C'est interdit en France, mais aux États-Unis, on peut le faire très facilement. On peut séquencer son propre ADN, donc savoir exactement ce qu'on a en nous. Et du coup, la médecine va devenir une médecine prédictive. Non plus. Et le moment où la maladie sera apparue, sera déjà un signe d'échec pour le médecin. Ce qui veut dire aussi que nous allons perpétuellement être en train de nous soigner. Vous savez, quand Angelina Jolie récemment s'est fait retirer les ovaires, c'était très intéressant de lire sa tribune. Elle était paniquée, elle avait découvert quelque chose, elle allait vite chez le médecin. Elle n'était pas paniquée parce qu'un symptôme était apparu. Elle était paniquée parce que le risque de développer la maladie avait augmenté. Et donc elle s'est fait enlever les ovaires à titre préventif. Et en fait, nous allons maintenant constamment faire des choix, parce que si nous savons d'avance toutes les maladies auxquelles nous pouvons être exposés, et de manière individuelle, nous pouvons différencier les risques attachés à chaque maladie, nous allons constamment nous médicaliser pour anticiper et décourager leur apparition. Alors vous vous rappelez peut-être de cette célèbre définition de la santé par, je crois, Le Riche, que cite beaucoup Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Finalement, quand on est en bonne santé, on ne s'aperçoit même plus qu'on est vivant, qu'on pourrait être malade. C'est le silence des organes. Demain, la médecine prédictive rendra très bruyante notre vie médicale, et ce, dès le plus jeune âge. Et bien sûr, nous permettra de vivre plus longtemps. Corps renouvelable, on peut déjà transplanter à peu près tout dans le visage. On peut également maintenant créer des organes artificiels. Déjà eu des greffes de bronches, de trachées, de cornées artificielles. On dit que bientôt on pourra peut-être imprimer des organes en 3D qui seront donc ajustés à chaque patient selon son ADN. On peut mettre des prothèses, y compris dans le cerveau. On a introduit des capteurs, les scientifiques ont introduit des capteurs dans des cerveaux de singes qui permettent à ces singes de contrôler des robots par la pensée. Et aux États-Unis, on autorise des implants cérébraux pour soigner les dépressions. Le scientifique Babak Parviz a inventé l'œil bionique. Alors, pas encore tout à fait réalisé, mais l'œil bionique, c'est l'idée d'avoir un œil artificiel qui du coup serait relié à tous les réseaux et contiendrait toutes les informations dont on peut avoir besoin. Et enfin, le stade ultime de tout cela serait la médecine régénérative. Les scientifiques étudient beaucoup notamment la salamandre et la manière dont la salamandre fait repousser ses membres, sa queue.
pour refaire pousser des organes dans notre propre corps. Donc corps prévisible, corps renouvelable, corps recyclable. On disait très souvent, mais de toute manière, les cellules vieillissent et les neurones disparaissent. Un médecin comme Douglas Melton, qui a fondé le Harvard Stem Cell Institute, donc c'est pas n'importe qui, il est dans le Time 100 des personnalités les plus influentes, vous dit que non, que bientôt, que déjà nous pouvons reprogrammer des cellules grâce à la thérapie génique et que peut-être un jour nous pourrons arrêter leur vieillissement. Enfin, corps rassemblable, et ça c'est un peu l'ultime étape, qui est celle de créer la vie. Aujourd'hui déjà, on crée des êtres vivants. Il y a un concours d'ailleurs, depuis 2003, l'IGEM, concours d'ingénierie génétique, des hackers reconstituent des chaînes ADN. Le biologiste Craig Venter a réalisé il y a quelques années la première cellule artificielle. Donc la première cellule créée par l'homme. Maintenant, il y a deux origines de la vie. Il y a la cellule originelle dans le rift, et puis il y a la cellule créée par Craig Venter. Et la reproduction des êtres humains pourra se faire de manière programmée. Bon, la production de l'être humain se pourra faire de manière programmée. Vous savez que déjà on a réussi à faire naître une souris femelle de 2 souris mâles. René Freidman explique que les cellules souches pourront donner à la fois des lignes de spermatozoïdes et des lignes d'ovocytes, de manière à ce qu'un individu puisse se reproduire lui-même, pas se cloner, se reproduire avec 2 lignes ADN différentes. Et puis, les tentatives d'utérus artificiel ont hélas trop bien réussi, encore une chinoise, Lei Guiqing Liu, et on a interdit cette recherche. Mais pendant 8 semaines, on a réussi à développer un embryon en utérus artificiel. Donc à la fois le contenu et le contenant sont prêts. Et puis, peut-être le dernier stade, c'est bien sûr l'esprit. Des scientifiques français d'ailleurs, comme Stanislas Dehaene, expliquent que la neurobiologie se développe énormément depuis 20 ans et essaye de trouver les ressorts du libre arbitre dans les connexions neuronales elles-mêmes, dans un idéal assumé, très cartésien, d'homme-machine. Et inversement, une fois qu'on aura compris la manière dont marche un cerveau, on pourra inventer informatiquement l'équivalent du cerveau, et ça c'est le projet Blue Brain, construire un cerveau sur ordinateur. La conjonction de toutes ces nouveautés, une fois je ne suis pas un scientifique, je regarde juste le paradigme qui est en train d'émerger, sur lequel beaucoup de gens réfléchissent et travaillent. Je ne sais pas si c'est pour demain, pour dans 30 ans ou pour dans 100 ans. Et voilà ce que les scientifiques américains et chinois essentiellement ont en tête. Tout ça aboutira à ce que les transhumanistes, et notamment Ray Kurzweil, qui est un peu le fondateur du mouvement, qui est aujourd'hui d'ailleurs l'ingénieur en chef de Google, et qui a longuement dirigé le Singularity Institute for Artificial Intelligence, financé par les fondateurs de Google, appelle la singularity. Et la singularité, c'est ce moment, mais c'est presque une religion dans la Silicon Valley, la singularity, tout le monde connaît. C'est le moment de bascule où on est prêt à coupler l'homme et la machine, le neurone et le silicium. Et à faire de l'homme une réalité modulable, modifiable à volonté, et à travers tous les mécanismes que nous venons de décrire, potentiellement immortel. C'est là que j'en viens au titre de cette intervention, le transhumanisme est-il un humanisme? Est-ce qu'après tout, il faut mourir pour être un homme? Est-ce que si vous aviez le choix, vous voudriez mourir? Est-ce que la mort n'est pas, au contraire, inhumaine quand elle n'est pas choisie? Et en même temps, si on échappe à la contingence de la mort, tous nos systèmes juridiques, y compris pour vous, messieurs juristes, vont changer. Après tout, qu'est-ce que le droit, sinon la manière de corriger la contingence? Alors, j'essaierai d'explorer ce sujet, c'est déjà trop long, et de mieux cerner cette idée d'humanisme. Donc, on nous rabâche un peu les oreilles, on rebat un peu les oreilles, tout le monde parle d'humanisme, comme Mélenchon, l'humain d'abord.
Et finalement, c'est assez compliqué de définir l'humanisme. Alors, le grand, disons, chef de file de ce qu'on appelle déjà les bioconservateurs, ceux qui refusent le transhumanisme, c'est Francis Fukuyama. Oui, le même Fukuyama que vous avez lu il y a 25 ans maintenant, The End of History, que l'économie de marché, vous savez, après la chute du mur de Berlin, cette idée que l'économie de marché et système politique démocratique allaient, main dans la main, produire un monde meilleur. Le même Fukuyama a donc écrit tout un livre pour expliquer pourquoi il fallait bannir la recherche génétique. Et en fait, il a 3 arguments, me semble-t-il. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris ce livre. D'abord, son vrai problème à lui, c'est les droits de l'homme. Sans droits de l'homme, sans individu, sujet du marché et du droit, homo politicus, il n'y a plus de fin de l'histoire. Et donc il dit, ben, ces droits de l'homme, je dois les ancrer dans la nature humaine. Alors qu'est-ce que la nature humaine? Fukuyama est quand même assez avancé pour réfuter l'idée naturaliste d'une nature humaine qui serait soit donnée par un créateur, soit qui correspondrait à une sorte de dessin anticipé de l'évolution, hein, de dessin caché, comme on disait au XIXe siècle. Il met ça de côté. Et il essaye d'en donner une définition essentialiste, mais qui ne soit pas transcendante. À mon sens, peine perdue. Alors, grosso modo, il dit 3 choses. D'abord, l'espèce humaine doit s'entendre au sens génétique, parce qu'il y a des sortes de lignes d'ADN qui font que nous rentrons dans des moyennes. Il y a de très longues pages, notamment chez Fukuyama, sur les moyennes de taille. Hein, vous voyez, on est tous à peu près la même taille, dans certaines limites. Ensuite, il y a ce qu'il appelle le facteur X, qui est une sorte de dignité comme qualité humaine universelle, la conscience, le langage, la raison, le choix moral, les émotions. Et puis enfin, il y a cette crainte que les biotechnologies fassent émerger de nouvelles classes sociales, cette fois des classes génétiques, où les hommes augmentés pourront dominer aisément les hommes 1.0 que nous sommes. Et comme il dit dans un entretien avec Roger Paul Droit est un philosophe qui a écrit un des rares à s'intéresser à ce sujet et qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Humain, avec une journaliste qui s'appelle Monique Atlan, où il va véritablement visiter et interviewer toute la galaxie de ce nouveau monde. Et il dit effectivement, tout notre système moral et politique actuel repose sur une compréhension essentialiste de la nature humaine. Et en fait, il avoue dans sa préface, il ne peut pas y avoir de fin de l'histoire s'il n'y a pas de fin de la science. Il veut arrêter la science, parce que sinon c'est son système intellectuel qui s'écroule. Il fait selon moi 4 erreurs, une erreur philosophique, et si vous voulez, c'est sa définition de l'humanisme. Hein. Une nature humaine qui est une moyenne, finalement, de ce que nous sommes. Une erreur philosophique, une erreur politique, une erreur biologique, une erreur technologique. L'erreur philosophique, c'est d'abord de fonder la nature humaine sur une sorte de moyenne statistique. Et de prendre une moyenne pour l'instituer comme une norme. Et c'est ça finalement la définition du conservatisme. C'est de prendre ce qui est, et ces pages sur la taille sont quand même sidérantes et très naïves, c'est de prendre ce qui est, de prendre la moyenne de ce qui est, et on dit, cette moyenne, c'est ce qui est, donc c'est ce qui sera et ce qui doit être. En plus, on peut très facilement retourner l'argument, en disant si par reprogrammation génétique je change la moyenne, alors j'aurais changé la définition de l'essence. Deuxièmement, son facteur X n'est jamais qu'une actualisation du mythe du bon sauvage, et l'idée que derrière nos qualités empruntées, il y aurait une nature humaine, rejoint ainsi le vieux débat qui opposait Voltaire à Rousseau. Vous vous rappelez de Voltaire, monsieur, il nous prend envie de marcher à 4 pattes quand on lit votre ouvrage. Et enfin, une erreur politique, parce que ça sera précisément le rôle du politique 2.0, d'empêcher l'émergence de classes. Aujourd'hui aussi, il y a des inégalités. Néanmoins, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est pour ça que je pense que, dans la lignée de Fukuyama, le mot humanisme est souvent utilisé comme un paravent du conservatisme.
et je ne veux choquer personne, mais dans les débats contemporains qui agitent la France sur le mariage homosexuel ou sur la GPA, le mot humanisme revient à toutes les sauces, et c'est vraiment dans la définition de Fukuyama. Enfin, il fait également une erreur biologique. Une erreur biologique parce que si l'espèce humaine s'arrête d'évoluer, elle régresse. On sait aujourd'hui que l'évolution, Stéphane Jay Gould qui l'a montré, n'est pas une évolution linéaire. Il y a des régressions dans l'évolution. Par exemple, nous avons perdu 300 de nos 700 facteurs olfactifs. Il y a quelques millions d'années, nous pouvions sentir aussi bien que le chien. Il y a des régressions, d'autant plus que l'évolution s'est terminée pour l'homme, parce que la médecine empêche la sélection naturelle, puisqu'elle garde et permet aux malportants, dysfonctionnels, de se reproduire. Et c'est heureux. Et donc, il y a beaucoup de scientifiques qui défendent cette idée d'une dégénérescence progressive de l'espèce humaine si précisément, artificiellement, nous ne la corrigeons pas. L'université hollandaise de Nijmegen, a étudié les mutations intergénérationnelles dans l'espèce humaine qui empirent les handicaps mentaux, loin de les résoudre. Et donc nous n'avons pas le choix, il faut intervenir, car sinon c'est nous qui disparaissons. Enfin, une erreur technologique, car aujourd'hui l'intelligence artificielle fait peser des menaces sur l'humanité. Deux types de menaces essentiellement. D'abord une intelligence artificielle qui deviendrait maligne, méchante, qui se retournerait contre son créateur. Puis aussi cette idée un peu politique, un peu poétique de la gelée grise, de la grey goo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'idée que quand nous aurons fabriqué des robots capables de se reproduire eux-mêmes, des assembleurs réplicants, pourront en quelques jours envahir la surface de la Terre et détruire l'ensemble de la biosphère. Alors ça paraît délirant, mais enfin, un scientifique comme Hawking a récemment mis en garde contre la disparition de l'espèce humaine, et pour l'anecdote, le prince Charles en Angleterre était tellement effrayé qu'il a demandé un rapport à la Royal Society qui l'a rassuré, Votre Altesse, ça ne se passera pas. Tout ça pour dire que, selon moi, cette définition essentialiste ne tient pas tellement la route. Et à cette définition essentialiste, eh bien, j'opposerai la définition des vrais humanistes, des premiers humanistes. Prenez Léonard de Vinci et Pic de la Mirandole. Ils sont loin d'être des essentialistes. Vous vous rappelez l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, cet homme qui est un peu partout, qui est dans un cercle et un carré aux proportions parfaites. D'abord, je remarque que c'est un homme qui a 4 jambes et 4 bras, un peu augmenté déjà. Et puis aussi, c'est un homme idéal, c'est un homme parfait. Personne n'est l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve est déjà un homme augmenté. Et c'est d'ailleurs ce que dit Léonard de Vinci dans un ouvrage inachevé, son traité du corps humain. Il dit bien sûr qu'on est malheureux de mourir, mais c'est l'âme qui est malheureuse, pas le corps, parce que le corps est tellement extraordinaire et a tellement plus de potentialité. Léonard de Vinci serait le premier à faire de la biogénétique. Et dans les mêmes années, à quelques années près, Pic de la Mirandole écrit « De la dignité de l'homme ». J'aimerais vous en lire quelques extraits parce que c'est parfaitement adapté à nos débats contemporains. Pic de la Mirandole, l'humaniste par excellence, hébergé par Laurent de Médicis, au cœur des querelles intellectuelles de son temps. Et il essaye de définir l'homme, et il dit « Toi, l'homme, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde dans cette position, c'est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Ce qui veut dire que la nature de l'homme, c'est de définir sa propre nature, d'être son propre créateur. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté du pouvoir de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, tu pourras par décision de ton esprit te régénérer en formes supérieures qui sont divines. » C'est-à-dire qu'on a déjà cette idée transhumaniste que l'homme peut se modifier lui-même, ni mortel ni immortel, dit-il, que c'est à lui de décider s'il veut être l'un ou l'autre. À l'homme naissant, le Père a donné des semences de toutes sortes et les germes de toute espèce de vie. Certains se développeront, végétatifs, ils le feront plante, sensibles, ils feront de lui une bête, rationnels, ils lui seront rang d'être céleste, intellectifs, ils feront de lui un ange et un fils de Dieu. Ainsi, l'universalité humaine n'est pas dans des caractéristiques partagées, mais dans des potentialités, dans la potentialité que nous avons de nous définir nous-mêmes, qui est bien le but des transhumanistes.
j'aimerais développer un tout petit peu la dernière citation de Pic de la Mirandole. Être intellectif, un être purement intellectif. Et c'est finalement, de manière assez drôle, le rêve de Kurzweil, ce pape du transhumanisme, de faire de l'homme un pur esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans une interview avec Roger Paul Droit. Parmi toutes les espèces, ce que les êtres humains ont d'unique, dit Kurzweil, c'est de transcender toutes les limitations, plus semblables à Dieu. Exactement, Pic de la Mirandole. Ce qui fait de nous l'homme, c'est de pouvoir repousser nos propres limites. Et donc, dans un livre récent, Kurzweil, How to Create a Mind, il explique son rêve de ce que Mirandole appelait un être intellectif, un pur esprit. Il dit, imaginez, faites des expériences de... Bon, il dit, autour de 2030, des éléments électroniques de la taille d'un globule pourront s'introduire dans notre corps et effectuer, quand nous dormons tranquillement, des micro-opérations de soins ou de remplacement. Il dit, imaginez d'abord qu'on parvienne à scanner votre cerveau entièrement et qu'on en fasse une nouvelle entité. On va appeler ça U2, comme le groupe de musique, votre deuxième moi. Est-ce que vous seriez prêt, un cerveau qui donc partage, qui est le même que votre cerveau, qui a été répliqué, qui peut être téléchargé? Il aura la même conscience de soi que celle que vous avez, donc qui sera vous. Êtes-vous prêt pour autant à disparaître et à lui laisser la place? À première vue, non. D'accord. Alors faites une deuxième expérience de pensée. Imaginez que graduellement, au fil des mois, on remplace chacune des cellules de votre cerveau. Vous serez toujours vous-même. Sauf que, à la fin, ce cerveau transformé sera le même que le cerveau scanné de la première expérience. Et donc, Kurzweil conclut, ce n'est pas vrai que YouTube n'est pas toi. C'est toi aussi. Simplement, il y a 2 fois toi aujourd'hui. D'où son rêve ultime, qu'un jour, l'essentiel de notre pensée soit sur le cloud. On peut en penser ce qu'on veut à titre personnel, mais ça serait précisément cela, l'humanisme, que de laisser à chacun la possibilité de faire ce genre d'expérience. Après tout, peut-être qu'elles rateront, peut-être que, comme le dit Antonio Damasio, le lien de la conscience au corps est tellement fort que le téléchargement est impossible. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands scientifiques s'interrogent sur la possibilité du téléchargement de la conscience. Ce n'est pas du tout la folie d'un prédicateur aux États-Unis, c'est quelque chose sur lequel les gens se positionnent. Et bien sûr, si cela advient, que chacun a le choix de le faire ou de ne pas le faire, chacun est autonome dans la décision qu'il prend, de devenir immortel, de devenir un pur esprit ou non. Néanmoins, l'ensemble de nos systèmes politiques, économiques, changeront. Car on ne pourra plus baser la politique sur des moyennes, comme l'entendait Fukuyama, sur une nature humaine. Et au contraire, la politique deviendra l'art de rendre l'individu autonome, et donc l'homme humain. Alors, maintenant on rentre dans le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'eugénisme. Je vais faire très attention parce que vous savez, on est au Luxembourg, ça va. Parce qu'en France, l'incitation à l'eugénisme est punie par la loi, comme l'incitation à se désaffilier de la sécurité sociale d'ailleurs. L'eugénisme. Bon, il y a une version, disons, classique de l'eugénisme qui n'est pas très intéressante et qui n'a plus grande chance de se produire, c'est l'eugénisme politique. C'est Huxley, le meilleur des mondes, l'État fabrique des hommes à sa guise pour des tâches qu'il a déterminées d'avance. Et ça, c'est fini. Maintenant, ce qui advient, ce qui est en train de venir, c'est ce que Habermas a appelé, j'y reviendrai, l'eugénisme libéral. L'idée que chacun, chaque couple, chaque individu pourra créer l'individu, le remplaçant, le successeur, appelez ça comme vous voulez, qui lui convient. Cet eugénisme, nous le pratiquons déjà. Ainsi, vous savez qu'on peut aujourd'hui éliminer des embryons dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Des fécondations in vitro, plusieurs embryons,
On teste les embryons. Ceux qui sont porteurs de maladies génétiques, myopathie, mucoviscidose, neurofibromatose, hémophilie, maladie de Huntington, etc., sont légalement éliminés. C'est la définition de l'eugénisme. C'est comme ça que, dans les années 2000, le jeune Valentin est né après que ses frères aient été embryons déjà formés, aient été éliminés. Aujourd'hui, il y en a plus de 3000 qui sont nés de cette manière. Et donc, certains généticiens, comme Lee Silver aux États-Unis, qui a écrit un livre, titre explicite, Remaking Eden, refaire le jardin terrestre, paradis terrestre, est très à l'aise avec ça. Il dit bien oui, demain, c'est ça le progrès, c'est de différencier la reproduction, la production, de la sexualité qui restera un loisir un peu vieux jeu. Et il dit, après tout, nous contrôlons déjà nos enfants via l'éducation, via les facteurs sociaux et environnementaux, pourquoi ne pourrions-nous pas, si nous voulons leur bien, les former ex nihilo et décider de leurs caractéristiques. Ça a été théorisé de manière philosophique par Sloterdijk. Peter Sloterdijk, grand philosophe allemand, écrit un livre qui avait fait un scandale énorme à la fin des années 90, qui s'appelait « Règles pour le parc humain ». Et il disait, écoutez, l'humanisme dont on nous vante tant, finalement, c'est quoi? C'est une manière, c'est un peu dans la tradition nietzschéenne, c'est une manière de dressage. Les humanistes, c'était finalement une société littéraire ultra-élitiste qui a voulu dresser et domestiquer l'humanité. Il dit, finalement, bien, c'est ça l'avenir de l'humanité et de son amélioration, c'est par le dressage et la domestication. Et donc, aujourd'hui, l'humanisme, le super-humanisme, c'est de pousser la logique jusqu'à son terme et de passer, comme il dit, du fatalisme des naissances à la sélection prénatale. Ce à quoi lui a répondu, et bon, on pourrait aussi dire que finalement nous sélectionnons déjà notre descendance en sélectionnant notre femme. C'est les thèses de Gary Becker sur le marché du mariage, et pas un marché hasardeux, dont les lois sont connues. Et Habermas lui a fait une réponse, et je finirai sur cette réponse parce que je la trouve très juste. Habermas rend une figure, rend compte de l'herméneutique en Allemagne, qui a répondu très intelligemment à Sloterdijk dans un livre qui s'appelle « L'avenir de la nature humaine ». Très intelligemment parce qu'il n'a pas repoussé d'emblée l'idée d'eugénisme. Il a dit oui, ça se discute, l'eugénisme libéral. Je pense qu'il faut vraiment arriver, pour entrer dans ces sujets, à faire abstraction de beaucoup de préjugés ou d'impensés pour vraiment les prendre à bras le corps. Il dit, effectivement, Habermas dit peut-être qu'après finalement Copernic et Darwin, voilà, nous entrons dans la troisième décentration de l'image du monde. Nous soumettons la vie à la technologie et où nous pouvons et nous assumons de créer la vie, puisque biologiquement et technologiquement, cela apparaît aujourd'hui possible. Hein, toutes ces recherches dont je vous ai parlé au début viennent d'être interdites, mais clairement, les scientifiques s'accordent à dire que ce n'est plus un problème technique. Alors pourquoi refuser cela au nom de quoi? Et c'est là que je pense que la réponse d'Habermas est intéressante. Il dit au nom de l'autonomie. Il dit quand vous êtes créé, quand vous êtes donc le produit de quelqu'un, que vous venez d'un plan qui vous est extérieur, vous en restez dépendant et vous ne pouvez pas être vous-même. Alors qu'aujourd'hui, le fait que nous venions au hasard des imbrications et des choix de l'ADN, nous donne au moins l'illusion d'être nous-mêmes, indépendants de nos parents et de nos créateurs. Et il dit, la chose est tout à fait différente de l'éducation. L'éducation, nous pouvons nous y opposer. Le jour où nous sommes déterminés dans nos gènes, nous ne pouvons plus nous y opposer, nous ne pouvons plus parler, nous ne pouvons plus communiquer. Nous sommes coincés dans une origine qui nous est extérieure, comme dans Star Wars, vous savez, le petit du méchant. Et donc ça lui permet de garder l'idée d'une limite, compliquée à trouver, mais qui est néanmoins un idéal régulateur de la bioéthique, entre un eugénisme négatif,
c'est-à-dire la lutte contre les pandémies, donc le Valentin dont j'ai parlé précédemment, contre les maladies génétiques, et l'eugénisme d'amélioration, qui doit être interdit au nom même de l'autonomie possible, de l'autonomie de l'homme. Et ce rôle du hasard, finalement, l'idée du hasard et de la contingence, l'idée même de pouvoir reprendre à son compte la contingence, le cœur par exemple de la définition de la liberté chez Sartre, je suis un donné et ce donné je vais l'assumer. Le fait d'être un donné contingent est essentiel à l'homme et finalement définirait bien l'humanisme. François Jacob faisait d'ailleurs du hasard le guide de l'évolution. Aussi, quand on dit eugénisme libéral, finalement, je ne suis pas trop d'accord. Car il y a deux libéralismes, il y a le libéralisme du marché, et puis il y a aussi le libéralisme qui serait finalement dans la tradition allemande, d'où vient Habermas, l'ordolibéralisme, qui au contraire, le rôle de la politique publique est d'assurer l'autonomie de l'individu, où le marché n'est donc qu'une conséquence, pas un principe premier. Voilà la définition de l'humanisme à laquelle je m'arrêterai en vous disant d'abord que oui, le transhumanisme est un humanisme au sens des premiers humanismes, au sens de Pic de la Mirandole, et que toute définition, tout essai de définition essentialiste est voué à l'échec et le reflet d'un conservatisme qui est battu d'avance. Et que la limite du transhumanisme, c'est cette idée du hasard et de l'autonomie qui doit rester centrale dans la création de nouveaux êtres. Même si nous transformons, il faut laisser le hasard prévaloir, même si c'est hors de notre corps, même si c'est in vitro, même si c'est dans des utérus artificiels, il faut laisser le hasard prévaloir dans la vie. Et enfin, je voudrais vous dire quelques mots rassurants pour nous qui sommes des hommes 1.0. Vous vous rappelez peut-être de la fantaisie érotico-policière de Boris Vian, dans la série qu'on appelle les Vian-Sullivan, écrit un livre qui s'appelle « Et on tuera tous les affreux », où les plus beaux sont sélectionnés pour se reproduire entre eux dans une espèce de laboratoire secret du docteur Schutz. Les méchants s'appellent Schutz, jusque dans les années 70. Et à la fin, on voit tous ces hommes magnifiques, ces hommes 2.0 augmentés, sur la plage. Ils ont perdu tout désir pour les femmes également magnifiques qui les côtoient. Et tout d'un coup apparaît, c'est la fin du roman, une horrible laide 1.0. Et là, tout se précipite sur elle, fou de désir. Et donc finalement, nous, hommes 1.0, avons encore notre carte à jouer dans le monde du transhumanisme. Merci.